Merci beaucoup d'être ici encore présent à cette heure de l'après-midi. Alors, je vais accueillir dans cette table ronde Mariam Katab. Je ne sais pas si Mariam est déjà là. Elle ne va pas tarder, Mariam, elle n'est jamais très loin. Directrice générale de Mosaïque RH, je pense qu'elle n'est pas loin du tout. Julien Ducou, vice-président de FedEx. Il est là, il arrive. Il est là, parfait. Loïc Fourreau, enseignant et chercheur responsable de la chaire pour l'inclusion économique. Loïc est là. Christian Lema, directeur ESG Monde chez Enhood. Et Nizar Bourchada, directeur général adjoint d'Igencia Éducation. Alors Mariam ne va pas tarder à nous rejoindre, je pense, je l'ai vue il y a 2 secondes, donc elle n'est pas très loin. C'est une affaire de secondes. Merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui. Alors, en fait, ce qu'on va plus précisément évoquer dans cette table ronde, c'est on va parler de la diversité. Et en fait, vous le savez, la diversité reste le point faible des grands groupes français. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le titre du magazine Challenge qui dévoilait le mois dernier le 2e baromètre de la diversité, travail conjoint de McKinsey et du Club du XXIe siècle. Il y a beaucoup de baromètres qui viennent justement un peu enfoncer ce clou en ce moment. On va parler longuement de celui de Mosaïque RH et de la chaire de l'inclusion économique. Peut-être qu'on va commencer par faire une distinction entre diversité d'origine et diversité socio-économique. Peut-être qu'elle est bien présente à votre esprit. La diversité d'origine, on parle des recrues immigrés ou de nationalité étrangère. Diversité socio-économique, on parle de recrues issues de familles pauvres en France, qui peuvent également, bien sûr, être immigrés ou de nationalité étrangère. Et ce que nous apprend ces baromètres successifs, là, en l'occurrence, je vais commencer par McKinsey, le Club du XXIe siècle, puisqu'on va parler ensuite en profondeur de celui de Mosaïque et de la chaire de l'inclusion économique, c'est qu'on est encore bien loin de l'objectif. La diversité d'origine a été identifiée dans les grandes entreprises. Donc identifiée, c'est quelque chose qu'on voit bien, mais pas réglée. Et la diversité économique, elle, malheureusement, n'est toujours pas considérée comme une priorité stratégique. Alors on va voir dans cette table ronde pourquoi et comment on peut améliorer les pratiques avec les intervenants de cette table ronde. Peut-être Loïc, je vais commencer par vous donner la parole sur justement le deuxième baromètre du moment qui vient. On a beaucoup d'infos nouvelles ces temps-ci, ces dernières semaines, mois, justement pour venir parler de la diversité en entreprise. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quels sont les grands enseignements pour vous du baromètre Mosaïque RH, la chaire de l'inclusion économique ? Volontiers. Fin 2021, la Fondation Mosaïque avec le cabinet Me&You avait mené une analyse assez approfondie auprès des exécutifs des entreprises du SBF 120 en France, juste sur la base du nom patronymique et puis des images, pour constater que 3,5% seulement des effectifs de ces exécutifs étaient composés de personnes d'origine extra-européenne. Et il y a quelques semaines, alors Mariam en parlera mieux que moi quand elle va nous rejoindre. Il y a eu une 2e édition de cette enquête qui a été menée toujours auprès des entreprises, des exécutifs en l'occurrence du SBF 120, Conseil d'administration, Comex, Codir, qui fait apparaître que la situation ne s'améliore pas, même qu'elle empire un peu, puisqu'aujourd'hui seulement 3% de ces exécutifs sont composés de personnes d'origine extra-européenne. Voilà, ça faisait la transition. Mariam arrive pour... Eh bien la voilà, Mariam. Mariam Katab, directrice générale de Mosaïque RH, qui nous rejoint. Bienvenue. On partait justement sur les... Alors, Loïc Fourreau nous parlait des grands enseignements du baromètre Mosaïque RH. Peut-être que vous avez besoin de prendre 2 secondes pour respirer. Les grands chiffres, les grands enseignements du baromètre Mosaïque RH, la chaire de l'inclusion économique. Oui, alors on parle de l'étude de SBF 120. Très bien. Alors, juste pour rappel, en fait, cette étude, on l'a déjà faite en 2022. Pour ceux qui étaient avec nous en 2022, l'idée étant d'aller regarder en fait dans les COMEX et dans les conseils d'administration du SBF 120, donc les 120 plus grandes entreprises françaises, si on avait une représentation de la diversité ethnoculturelle. Donc, nous avons fait l'étude en 2022 et puis donc, les résultats ont été donnés à l'époque et on a refait cette étude en 2024 pour voir s'il y avait eu une évolution ou pas.
Et donc, les résultats, vous les avez à l'écran. Ce qu'on observe, c'est qu'au niveau des comités exécutifs, nous avions trouvé 3,5% en 2022 de diversité, de minorité visible, c'est-à-dire la méthodologie, c'est qu'on a été regarder les personnes qui étaient non blanches, les personnes qui avaient un patronyme extra-européen et des personnes avec des nationalités extra-européennes, pour ne pas mélanger avec les profils internationaux qui sont issus des minorités visibles. Et donc, en 2022, nous avions trouvé 3,5%, et là, en 2024, on trouve 3,2%. Donc, on voit un recul, c'est-à-dire, malheureusement, ça n'évolue pas. Au niveau des conseils d'administration, alors là, c'est là où le bas blesse encore plus. Nous avions trouvé 4,2%. Et là, nous trouvons en 2024 3% uniquement de diversité ethno-culturelle sur les conseils d'administration. Alors, le mode de nomination n'est pas le même. Normalement, on serait censé pouvoir recruter plus facilement et identifier des profils issus de cette diversité plus facilement, mais on voit que malheureusement, ce n'est pas le cas. Deux autres chiffres importants et qui sont vraiment glaçants, là, pour le coup. 50% des entreprises du SBF 120 ont zéro diversité ethnoculturelle. Et si on enlève des nationalités extra-européennes, c'est-à-dire si on regarde les personnes qui sont de nationalité française, qui ont fait leurs études en France, qui sont issues du terroir France, hein, si on peut dire, et ben on arrive à 65%, donc 3/4 des entreprises du SBF 120 qui ont zéro diversité dans leur COMEX. Et puis au niveau des conseils d'administration, c'est pas mieux. Si on enlève, pareil, les internationaux, on tombe à 67% d'entreprises qui ont zéro diversité ethnoculturelle. Voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire globalement par rapport à 2022 ? Malheureusement, ça n'évolue pas beaucoup. Je parlerai tout à l'heure des recommandations qu'avec notre partenaire, le cabinet Me & You Too, on souhaite formuler, qu'on avait déjà formulé en 2022, mais qu'on va développer tout à l'heure et qu'on réitère, parce que là, pour le coup, les chiffres sont là. Donc, qu'est-ce qu'on en fait maintenant tous collectivement ? Merci beaucoup, Mariam. Alors là, effectivement, les chiffres, on régresse plutôt qu'on progresse. Effectivement, on parle de la France entière, des COMEX et des CA. Heureusement, il y a des entreprises dans lesquelles ça ne se passe pas comme ça. Je vous donne la parole sur ce thème-là. Julien Ducou, vous êtes le vice-président de FedEx. Et chez vous, dans votre entreprise, justement, pour vous, c'est important de recruter des salariés de la diversité, notamment pour refléter, si je comprends bien ce que vous pensez, la diversité des clients. La diversité des clients, mais aussi la diversité qui fait le paysage là où nous sommes implantés. Alors, juste peut-être pour rappel, FedEx, entreprise mondiale, on est près de 500 000 collaborateurs à travers le monde, présents dans 220 pays et territoires. Par contre, nous avons une politique, et c'est vraiment dans notre ADN, d'être un acteur local là où nous sommes implantés. En France, nous sommes 10 000 collaborateurs et nous avons aussi le site de Roissy-Charles de Gaulle, qui est le hub européen de FedEx. On a la chance d'avoir ce hub en région parisienne sur l'aéroport de Roissy, qui comptabilise 4000 personnes. Et sur ce site, nous faisons du recrutement local, c'est-à-dire que nous allons recruter auprès des communautés et faire bénéficier auprès des communautés autour de l'aéroport, autour de nos sites, et leur faire bénéficier des emplois que nous proposons. Donc vous recrutez sur les habiletés. Ça veut dire quoi, recruter sur les habiletés ? Alors nous sommes vraiment sur nous ne cherchons pas à recruter au travers de compétences, au travers d'un CV, mais vraiment au travers de l'habileté professionnelle. Dans le panel précédent, à juste titre d'ailleurs, on entendait un intervenant qui disait qu'effectivement un collaborateur ou un futur collaborateur, quand bien même il n'aurait pas un parcours scolaire exemplaire, c'est pas pour autant qu'il n'a pas des vraies capacités qui peuvent être au service de l'entreprise et pouvoir s'engager, pouvoir s'investir au sein d'une entreprise et puis réussir à y faire carrière. C'est-à-dire qu'on va former nos collaborateurs, mais on va les sélectionner également sur cette habileté professionnelle. Juste à titre d'exemple, il y a 2 ans, nous avons recruté 1200 personnes. Donc c'était une expérience avec un rythme quand même qui était très soutenu. Nous avions l'habitude de recruter nous-mêmes directement dans les communes au travers de différents programmes internes. Là, 1200, en quelques mois, vous comprendrez qu'on a demandé un peu de support. Et donc, on a travaillé avec Pôle emploi
puisque leur méthode de recrutement par simulation était vraiment en ligne avec ce que nous pratiquions, à savoir des méthodes avec des entretiens comportementaux, des mises en situation, et là, essayer de trouver quels sont les skills soft, quelles sont vraiment ces capacités de nos futurs collaborateurs à rejoindre une entreprise, à s'y investir, et puis faire carrière. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, nous les recrutons, mais ils font carrière chez nous. L'ancienneté moyenne est plus de 15 ans dans l'entreprise. C'est-à-dire que les salariés rentrent chez nous, nous les formons, nous les accompagnons dans leur développement personnel et ensuite ils y font carrière. Et sur les 1200 collaborateurs que nous avons recrutés il y a maintenant 1 an et demi, forcément toute la structure managériale pour accompagner cette croissance a été pourvue en promotion interne à 100%. Donc très concrètement, ça veut dire, pour bien comprendre les mécanismes et comment on peut faire autrement, ça veut dire que chez vous, à ce moment-là, on n'a pas postulé en envoyant CV, lettre de motivation. Comment vous avez au départ juste contacté, avant de faire les exercices pratiques, contacté les gens ? Alors nous sommes reconnus sur le territoire et sur la région parisienne et notamment autour de l'aéroport, sur les différents départements. Nous sommes reconnus pour ces méthodes de recrutement, nous sommes reconnus pour vraiment ces opportunités que nous offrons aux collaborateurs qui nous rejoignent. Et donc c'est tout naturellement qu'ils viennent vers nous. Donc on n'a pas besoin d'aller les chercher, ce sont eux qui viennent directement vers nous. On est une vraie marque employeur reconnue et les salariés viennent nous rejoindre. Non seulement pour trouver un premier emploi, pour trouver un job, mais également pour y faire carrière et pour grandir avec la société. Très bien, très intéressant et inspirant. Nizar Bourchada, vous êtes le directeur général adjoint de Igencia Éducation. Et pour vous, ce que vous faites, c'est un travail encore plus en amont, bien sûr, puisque pour vous, il faut démarrer très tôt, c'est-à-dire au moment de l'école, du CFA en particulier. C'est ça, aller former les élèves, notamment pour les adapter un peu, notamment aux demandes du marché du travail. C'est ça? Tout à fait, Virginie. En fait, chez Igencia Éducation, nous, on pense qu'il faut aller bien plus à la base. C'est-à-dire que ça commence à l'orientation. Quand vous discutez, et quand je vais dans des collèges de quartiers populaires, par exemple, et qu'on parle des métiers aujourd'hui de transition écologique, numérique, ils nous regardent avec des grands yeux en disant « on ne nous a jamais parlé de ça ». Donc ces quartiers politiques de la ville, je pense qu'il faut derrière à la base leur présenter ces opportunités, leur présenter également ces métiers qui sont en tension, aller pouvoir également promouvoir les formations, parce que sans leur expliciter, forcément ils ne s'orientent pas vers ces formations, et s'ils ne s'orientent pas vers ces formations, du coup ils ne s'insèrent pas dans ces métiers où il y a des opportunités où on peut aller là aussi très vite en termes d'évolution, et on peut atterrir, je l'espère, demain dans un COMEX, et donc du coup faire en sorte que ces chiffres-là soient un peu plus hauts. Donc voilà, chez Igencia, nous on a par exemple nos CFA franciliens qui ont 30% de profil quartier politique de la ville. Donc ça nous demande un effort supplémentaire avec une pédagogie, là aussi professionnalisante, de les emmener là où ils sont et là aussi de pouvoir les emmener vers de l'emploi durable. On a des taux d'insertion plutôt corrects qui vont de 91% à 100%, 6 mois après l'emploi. Et ces insertions professionnelles-là, toutes nos entreprises, du coup, aujourd'hui, nous les valorisent, nous les recommandent à travers les recrutements. Julien l'a très bien dit tout à l'heure. Donc, on a une envie de la part du monde économique, on a une envie de la part des jeunes. Et donc, du coup, aujourd'hui, on est plutôt sur se dire que ces jeunes-là, ils doivent avoir la même chance que les autres pour pouvoir intégrer rapidement des comités de management, voire beaucoup plus haut, des instances beaucoup plus hautes. Au début de l'histoire, le facteur information joue un très grand rôle, c'est-à-dire faire connaître des formations et faire en sorte que les élèves s'orientent vers les formations, justement, comme vous disiez, à fort taux d'insertion. Tout à fait. Christian Lema, vous êtes justement un très bon exemple. Vous êtes le directeur ESG Monde chez Nhood. Peut-être que vous pouvez nous dire en 2 mots ce que c'est que Nhood. Oui, on dit plutôt Nhood. Oui, pas de souci. Ah, je disais à l'américaine, désolé. Mais pas de souci. Nhood, c'est une entreprise de services immobiliers qui gère et transforme en fait des actifs immobiliers, principalement des centres commerciaux. Donc c'est 1300 collaborateurs et c'est une entreprise implantée dans 11 pays. Donc on est un peu moins nombreux que FedEx, mais voilà, on a quand même pas mal de monde. Et donc on a des métiers qui sont tournés vers les métiers de l'immobilier comme responsable de programme immobilier,
immobilier, on a des gestionnaires de sites, des gestionnaires techniques de sites. Donc on s'occupe vraiment en 360 degrés de toute la gestion des bâtiments pour nos clients propriétaires d'actifs. Et vous êtes une entreprise issue d'une association familiale d'une très grande famille. Exactement, on fait partie de l'association familiale Mullier. Donc nous, on vient du groupe Auchan, on est une émanation en particulier du groupe Auchan. Et donc vous êtes un exemple vivant sous nos yeux, si je puis m'exprimer ainsi, puisque vous êtes membre du COMEX. Oui, tout à fait, tout à fait. Et en fait, ce cheminement, c'est un élément qui est central dans les valeurs de Nood. C'est que le sujet de la diversité et inclusion, c'est un sujet de pragmatisme. En fait, la question, c'est de se dire, est-ce qu'à l'heure où il y a une tension sur des métiers, des difficultés de recrutement, est-ce qu'on peut se passer de certaines compétences en raison des origines, en raison du genre, etc. Et donc, c'est une vraie question de pragmatisme que l'entreprise s'est posée. Et en fait, en se disant que finalement, ce sujet de diversité et inclusion, c'est un sujet de compétences et une volonté de recruter les meilleures compétences possibles pour répondre à des enjeux de performance de l'entreprise. Et donc c'est ce genre de parti pris qui permet à un jeune homme noir de moins de 40 ans, d'origine congolaise, de faire partie d'un COMEX international, d'un groupe immobilier. Et est-ce que vous savez pourquoi on passe les freins, les barrières un peu plus dans votre expérience, dans votre entreprise qu'ailleurs, l'entreprise dont on parlait tout à l'heure? Oui, en fait, le sujet, c'est vraiment, et je reviens sur cet élément de pragmatisme, c'est de se reposer les vraies questions sur ce qu'on veut atteindre comme performance de ou dans l'entreprise. Et à un moment donné, ça veut dire que quand on se pose ces questions-là et qu'on reste centré sur les compétences, finalement, le lieu d'où la personne vient, sa couleur de peau, son origine ethnique ou sociale, importe peu. Et en fait, on arrive à se fédérer sur des enjeux très simples. C'est comment on arrive à atteindre nos objectifs ensemble. Et donc, ça fait qu'au quotidien, moi, je me pose pas de questions sur mon origine. Je me pose pas de questions. Je viens pas au travail en me disant, tiens, je suis noir et non, je viens juste en travaillant. Et j'ai moins de 40 ans. Et j'ai moins de 40 ans, donc je viens juste travailler avec mes collègues, prendre plaisir au quotidien et atteindre nos objectifs commun. Et donc finalement, c'est cet état d'esprit, de mon point de vue, que je vis au quotidien dans l'entreprise dans laquelle je travaille, tout en étant lucide sur tout le travail qu'il y a à faire encore au niveau global et même dans l'entreprise aussi, parce qu'on est implanté dans 11 pays et il n'y a pas le même degré de maturité d'un pays à un autre sur ces enjeux de diversité, mais en tout cas en se disant que quand on reste centré sur les compétences, sur des objectifs simples d'entreprise, on arrive à faire bousculer, à bouger pas mal de choses. Merci beaucoup. Bravo, effectivement. J'ai entendu un bravo dans l'assistance. Loïc Foreau, vous avez analysé, alors là on parle des dirigeants d'origine extra-européenne, vous avez analysé le parcours de 12 de ces dirigeants, donc ça découle de l'étude dont on parlait au tout début et sur laquelle Mariam reviendra. Qu'est-ce que ça révèle ? Alors effectivement, dans le cadre de la chaire pour l'inclusion économique, donc qui est coportée par Ascensia Business School et puis la Fondation Mosaïque, on a voulu aller au-delà des chiffres qu'on a mentionnés, ceux de fin 2021 à l'époque, la composition des exécutifs du SBF 120, en allant à la rencontre de 12 dirigeants, donc français mais d'origine extra-européenne, pour mieux comprendre leur parcours, puisque apparemment, ce sont des parcours plutôt rares qui les mènent à ces positions dans les exécutifs, voir s'il y avait des spécificités au sein de leur trajectoire personnelle et professionnelle. Donc ces 12 dirigeants de plutôt grandes entreprises en France se sont confiés, se sont racontés et on a analysé effectivement ces éléments-là et on a mis en évidence d'abord des caractéristiques communes à ces 12 dirigeants et dirigeantes. Peut-être je peux préciser que c'est le hasard, mais on a rencontré 6 femmes et 6 hommes. Et donc, il y a 4 caractéristiques communes. La première, c'est que tous ces dirigeantes et dirigeants ont tous un bac plus 5. Et ça correspond bien finalement à une autre spécificité en France de cette importance du diplôme. Alors certes, effectivement, ils n'ont peut-être pas des diplômes aussi prestigieux que les autres dirigeants, puisqu'on sait effectivement que la possession d'un diplôme prestigieux est souvent une condition, une caractéristique forte de la position de dirigeants en France. Peut-être des diplômes qui ont été bac plus 5 obtenus à l'issue de parcours plus sinueux que les dirigeants habituels, mais en tous les cas, il n'y a pas de remise en
cause de du diplôme et de la compétence qui est associée au diplôme. Le deuxième élément, qui était un élément pour ma part plus de surprise, c'est que tous ces dirigeants et dirigeantes nous ont dit que finalement, au cours de ce qui les a amenés jusqu'à cette position-là, le poids de l'origine sociale a été plus fort que celui de l'origine étrangère. Et effectivement, pour la plupart de ces dirigeants, ils ont grandi plutôt en banlieue, dans des milieux défavorisés, et donc ces conditions économiques plus défavorables, une moindre facilité d'accès à la culture, ont représenté un frein plus important que celui de l'origine étrangère et du sentiment ou de la réalité d'être discriminé. Troisième caractéristique commune, c'est un moment ou un autre de leur parcours, dans la scolarité ou plus tard dans la vie professionnelle, l'intervention indispensable de ce qu'on appelle en sociologie, Norbert Alter, une fée. C'est-à-dire un représentant d'une institution. Alors souvent, autrefois, c'était le curé du village. Maintenant, c'est plutôt un instit, un prof, le CPE, conseiller d'éducation, ou un parent d'élève, qui à un moment va avoir des mots, une attention, croire au talent, aux capacités de la personne, et les inciter effectivement à aller plus loin, à poursuivre des études. Et ça a été pour toutes ces personnes déterminant. À chaque fois, il y a eu l'incarnation comme ça dans leur parcours d'une fée. Et puis le dernier élément, c'est qu'aujourd'hui, dans leur posture de dirigeants, par rapport à leur origine étrangère, même s'ils sont français, pour la plupart nés en France, mais de parents qui étaient venus, ou de grands-parents qui étaient venus en France, c'est que ils ne cherchent pas à dissimuler leurs origines, mais ils ne cherchent pas non plus à les revendiquer dans leur posture de dirigeant. Cette notion, effectivement, de rôle modèle, elle est assez ambiguë, parce que à la fois on a envie de l'incarner, mais on ne veut pas que la réussite elle soit attribuée à cette origine étrangère. Il y a quand même cette importance consacrée et donnée par ces personnes à leurs compétences, et c'est le fait que leurs compétences leur ont permis d'accéder à cette fonction. Et ça, du coup, c'est intéressant parce que comment est-ce qu'il se place dans la diffusion d'une culture d'inclusion dans l'entreprise? Parce que si effectivement, si on ne le revendique pas, on peut se dire, moi je passe inaperçu et donc je ne vais pas forcément mettre des mesures en place. Enfin, ceux que vous avez interrogés, en tout cas, comment ils se positionnent? Alors, ça ne va pas se faire forcément dans l'entreprise, mais plutôt effectivement dans ce give back, en intervenant, on a esquissé les questions d'orientation, en intervenant dans la présentation effectivement des métiers pour casser peut-être des représentations que certains métiers à certaines populations ne sont pas accessibles. Donc c'est un engagement, presque une forme de militantisme, mais qui ne va pas forcément s'exercer dans l'entreprise, mais plutôt dans des cercles associatifs autour. Julien, du coup, tout à l'heure, vous parliez de recrutement, de mode de recrutement. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que vous avez aussi des pratiques inspirantes, disons, pour les différents métiers? C'est-à-dire, est-ce que vous, par exemple, je crois que vous faites des partenariats avec des universités, avec voilà, comment est-ce que vous faites pour, par exemple, recruter? Alors là, tout à l'heure, on parlait de gens qu'on recrute, disons, au premier échelon et qu'ensuite on fait grandir dans l'entreprise. Comment vous recrutez, par exemple, des managers, des gens issus de la diversité, mais en direct? Alors, sur la partie opérationnelle, donc qui sont des métiers que l'on peut apprendre sur le terrain et qu'on peut apprendre. Et tout à l'heure, j'entendais on parlait de mentoring, de coaching. C'est vraiment ce qui se passe dans l'entreprise. Donc typiquement, chez nous, les managers opérationnels sont tous issus de la promotion interne. Donc ils sont tous rentrés. On a 97 managers sur le site. Tous les managers sont rentrés en tant qu'employés dans l'entreprise. Ils ont gravi les différents échelons. Et leurs directeurs sont tous issus également de la promotion interne et donc aussi de la diversité et la richesse de l'entreprise aujourd'hui. C'est la richesse des personnes qui la constituent, et donc de par la diversité de leur parcours, leurs origines, leur culture, leur histoire. Et en fait, on accompagne, et tout à l'heure aussi, effectivement, on parlait de l'importance d'ouvrir l'entreprise et d'aller stimuler aussi les motivations. Ça peut se passer avec des partenariats en ouvrant l'entreprise auprès des écoles. Donc aller avec les entreprises, aller vers les écoles pour montrer effectivement aux jeunes, y compris les jeunes des quartiers de la ville, les quartiers prioritaires de la ville, qu'effectivement
effectivement, l'entreprise peut leur ouvrir un certain nombre d'opportunités et qu'ils en aient conscience et qu'ils aient envie de s'engager. Ça va être également le cas sur les populations, typiquement, nous sommes dans le transport aérien, des métiers très masculins, donc ouvrir également et féminisons les métiers. Il faut féminiser également les métiers de l'aérien qui sont encore très masculins aujourd'hui. Donc on a toute une série d'initiatives en ce domaine. Et puis typiquement, vous me posiez la question sur des départements bien spécifiques. Depuis maintenant 3 ans, nous avons lancé une initiative qui s'appelle Step Up, qui permet à des jeunes qui sont en première année de master de droit de pouvoir faire un stage de 2 mois au sein des entreprises, des stages rémunérés. Donc en première année de master, il n'y a pas de stage obligatoire, mais en tout cas, ça leur permet de découvrir le monde dans l'entreprise. Et ce stage, c'est un programme qui est inter-entreprise. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement faire un stage chez FedEx pendant 2 mois l'été. Ce sont plusieurs entreprises qui se sont réunies, qui sont partenaires autour de cette initiative et qui permettent le sujet même de ce stage est de pouvoir faire un stage d'1 mois dans 2 entreprises différentes et donc de pouvoir ouvrir à ces jeunes finalement qui n'ont pas forcément un accès aussi facile auprès des entreprises, de leur donner l'accès à des grands groupes internationaux et de pouvoir avoir une première expérience professionnelle et de les aider aussi dans leur choix de parcours. Donc voilà, c'est vraiment un appel aussi que je fais aujourd'hui, recherche d'entreprises qui voudraient nous rejoindre. Aujourd'hui, ce sont 30 grands groupes qui nous ont rejoints. C'est la quatrième année que ce programme existe. Dans le même secteur ou dans des secteurs très variés? Tous secteurs confondus, c'est-à-dire que nous avons des secteurs, ça va de l'agroalimentaire, c'est l'industrie, c'est le transport, ce qui veut dire également que les jeunes qui vont rejoindre ce programme et qui vont faire ce stage vont pouvoir également avoir une expérience dans des secteurs d'activité complètement différents, des structures d'entreprise, d'organisation complètement différentes et donc vraiment leur donner une expérience tout à fait exceptionnelle. Ça veut dire que vous proposez un stage qui n'est pas obligatoire. Vous ajoutez un stage au stage obligatoire. Alors voilà, on appelle un stage. Moi, je pense que c'est plutôt une immersion, une découverte dans l'entreprise, et c'est surtout au travers des métiers du juridique. Ce sont des métiers. On n'a pas forcément cette première approche d'essayer de faire un stage quand on commence une carrière vers les métiers de juriste. Et donc, je crois que c'est une belle opportunité en tout cas. Et puis de réduire les inégalités parce que tout le monde n'a pas le même accès, notamment de par son réseau, à ces grandes entreprises. Donc, c'est un programme qui permet également de réduire les inégalités en accueillant ces jeunes. Et tout à l'heure, juste vous me parliez de collaboration universitaire. Ça veut dire que vous pouvez nous juste faire un petit zoom sur ce... Alors, on a différentes collaborations. On a des collaborations, mais là, qui sont plus aussi au travers de l'apprentissage. On en parlait tout à l'heure. L'apprentissage, c'est un sujet sur lequel on s'est lancé il y a quelques années. Et d'année en année, on a multiplié par 3 le nombre d'apprentis qui sont aussi au sein de l'entreprise. Et donc, on se rapproche notamment des universités pour aussi présenter nos métiers. Parce que quand on parle de transport aérien, tout le monde, si je parle de FedEx, alors soit vous allez me parler du coursier qui est venu enlever le colis dans vos entreprises. Vous allez me parler du film Seul au monde, mais en coulisses, il y a énormément de métiers différents, il y a une vraie richesse, et donc il est important aussi de les présenter et de venir les présenter au travers de l'apprentissage aux futurs talents de demain. Ce que disait tout à l'heure Nizar Bourchada sur les représentations et la connaissance des élèves ou des jeunes des métiers, n'hésitez pas à rebondir si vous voulez sur les propos les uns des autres, parce que j'imagine que ça fait un peu écho tout à l'heure à ce que vous disiez et à ce que vous vivez au quotidien. Ouais, je voudrais me permettre d'aller un tout petit peu plus loin et de mettre peut-être une petite ambition ou un petit appel à, on va dire, un message. En ce moment, il y a beaucoup d'alternants qui sont dans les écoles et qui sont en recherche encore d'alternance. Et quand vous regardez le profil de ces alternants, malheureusement, c'est toujours les mêmes. Et du coup, je voudrais vraiment faire un appel aux entreprises. Donc, Julien a très très bien résumé le passage du recrutement, le lien avec les expériences. J'adore parce qu'en fait, l'alternance, c'est quoi? C'est l'alchimie entre le compétence et expérience. Ça rajoutera une ligne au CV. Nous, on organise des fois des mini bootcamps, ne serait-ce qu'avant même le commencement de l'année scolaire. Pourquoi? Pour qu'ils puissent en entretien, on va dire, décrire une expérience. Parce que quand vous arrivez en BTS première année, techniquement, vous n'avez rien fait. On leur a dit, mais vous avez participé au montage de telle association, vous avez participé au montage de tel événement de foot. Décrivez, vous avez acquis de l'expérience. Donc, du coup, vous pouvez là aussi le mettre sur votre CV. Et aujourd'hui, chaque année, il y a une étude qui sort par le CEREC, complétée par la DARES. Et malheureusement, on a tous connu, et c'est tant mieux, et c'est top. Et j'étais le premier à crier cocorico quand on a atteint le 1 million d'alternants. Mais quand vous regardez dans le détail,
ces 5 dernières années, effectivement, la France a connu le boom de l'alternance, mais les jeunes issus de QPV s'insèrent en alternance, on va dire 10 points en dessous de leurs voisins. Et ça, c'est triste. C'est triste parce qu'aujourd'hui, il y a également, on va dire, un biais dans l'acquisition de diplômes de l'enseignement supérieur. Et là, c'est 15 points de différence par rapport à leurs voisins. Donc, mon message, c'est de dire que ces jeunes issus de quartiers politiques de la ville, il y a plusieurs études qui le montrent. Il y a une étude très récente également de Welcome to the Jungle qui montre que aujourd'hui, on a 87% des talents qui postulent beaucoup plus favorablement dans une entreprise qui a des actions concrètes sur la diversité. Et on a plusieurs études, et l'étude de Mosaïque le montre également. On a plusieurs études aujourd'hui très concrètes et internationales qui font le lien entre performance et diversité. Donc la richesse des individus, la richesse d'une communauté, la richesse des compétences font que les projets se passent très bien. Nous, les entreprises avec lesquelles on travaille, donc chez Gencia Éducation, on a 10 000 entreprises partenaires, donc on a un panel d'entreprises aujourd'hui, notamment Grand Compte, avec qui on travaille sur ces sujets-là, et ce n'est que réussite. Merci beaucoup Nizar d'insister sur ces points fondamentaux, c'est-à-dire qu'il y a des talents dont on se prive, qu'on ne va pas chercher. On parlait tout à l'heure de toutes les entreprises qui, au contraire, sont en régression. Il y a aussi un point de vue sociétal, un enjeu d'équité très important. Il y a aussi une demande des investisseurs de plus en plus forte. Et effectivement, il y a un critère de performance qui sont très importants. Et puis, il y a aussi les autres talents, enfin tous les talents, si on prend la globalité des talents, qui demandent une entreprise plus engagée, une entreprise qui fait vraiment œuvre de diversité, et ça c'est vraiment effectivement des leviers très importants. J'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour parler des recommandations, Mariam Kattab, issues de votre enquête. Là on voit ce qui va mal avec les grands chiffres globaux, ce qui va mieux avec quelques exemples très concrets. Quelles sont vos recommandations pour justement qu'on arrête de régresser ? Alors, on a 4 premières recommandations. Alors, le rapport final sera bientôt disponible et il sera bien sûr accessible à tous en ligne sur le site de la Fondation Mosaïque et de Mosaïque RH. La première recommandation, c'est déjà de partager le constat. Voilà, partager le constat, c'est-à-dire qu'on a tous des intuitions. En discutant avec beaucoup de dirigeants de DRH, ils me disent en off, c'est vrai quand je regarde mon COMEX, c'est vrai qu'on se ressemble tous. Maintenant, on a les chiffres. Voilà, on a les chiffres, ils sont libres d'accès et tout le monde peut les regarder dans le détail. Donc déjà, première recommandation, c'est de partager ce constat en interne dans les entreprises et d'en parler. Parce que le sujet de la diversité et de l'inclusion, c'est important que ça se traite à tous les niveaux, du stagiaire jusqu'aux membres du COMEX. Donc ça, c'est un premier point. Si on n'en parle pas, on a peu de chances que ça bouge. La deuxième recommandation, c'est de travailler sur les viviers, parce que s'il n'y a pas de profil issu de la diversité ethnoculturelle dans les COMEX ou dans les conseils d'administration, souvent on nous dit oui, mais parce qu'en fait, on ne les trouve pas. S'ils existent, Mosaïque RH, ça fait 16 ans qu'on existe, ça fait 16 ans qu'on voit passer des très beaux talents issus de la diversité qui sont parfaitement capables d'intégrer les COMEX et les conseils d'administration. Et en plus, on en a qu'on a connus jeunes diplômés qui aujourd'hui ont 15 ans d'expérience et donc qui peuvent prétendre à des postes de ces niveaux-là. Sauf qu'aujourd'hui, parfois, certains d'entre eux sont bloqués et ont l'impression d'avoir un plafond de verre. En tout cas, c'est aussi le ressenti qu'ils nous donnent. Donc le travail sur les viviers, il est hyper important. Pour avoir des gens au COMEX, il faut déjà qu'au niveau COMEX-1, on ait assez de profils et que ce soit déjà assez diversifié, assez féminisé et qu'on puisse retrouver les différentes composantes de la société déjà au niveau en dessous. Sauf que ce sont des viviers qui se travaillent sur plusieurs années, on le sait. Donc ce travail-là, il est hyper important quand on travaille avec des cabinets de recrutement, de pouvoir aussi les challenger sur ces sujets-là, comme on l'a fait sur les femmes, et ça marche sur les femmes. Aujourd'hui, on a dépassé les 40% de femmes dans les conseils d'administration. Donc c'est aussi, bien sûr, grâce à la loi, mais c'est aussi grâce à toutes les actions qui ont été mises en place en amont. La troisième recommandation, c'est justement de profiter de la dynamique autour de la féminisation
des instances dirigeantes pour traiter le sujet de manière plus globale que juste la féminisation. Sur la féminisation, bien sûr qu'il y a des lois, mais toutes les choses qui ont été mises en place, toutes les actions, ce que je viens de vous citer sur le fait de challenger les cabinets de recrutement, bon, on le fait sur les femmes, pourquoi on ne le ferait pas sur toutes les dimensions de la diversité, le travail sur les processus de gestion de carrière, les critères pour pouvoir identifier les postes clés, pouvoir identifier les talents, les potentiels, comme on dit dans les entreprises, eh bien, si on ouvre ces critères-là, pas seulement à la question des femmes, mais aux autres dimensions de la diversité, on peut aussi obtenir des résultats. Et puis, la dernière recommandation, et je finis là-dessus, Virginie, eh bien, c'est pourquoi pas de remettre sur la table la question de l'index diversité. Donc, il y a quelques années, Elisabeth Moreno en avait parlé, il y avait même une expérimentation qui a été menée. C'est pourquoi pas de rendre aussi obligatoire la mesure de la diversité ethnoculturelle, avec les outils qui existent aujourd'hui et qui sont conformes à la réglementation, et puis de demander aux entreprises un devoir de transparence aussi sur ces sujets-là. Pourquoi ? Parce que ça peut mettre, comme sur la question de l'égalité professionnelle, ça peut mettre en place une dynamique qui peut faire avancer le sujet, parce que on le voit, hein, les chiffres d'une année à l'autre ne bougent pas beaucoup. Donc, en mettant en place cet index, peut-être que ça peut aussi faire bouger les choses dans le bon sens, sachant qu'il y a énormément de personnes dans les entreprises qui aimeraient vraiment que ce sujet avance, qui n'ont pas toujours les outils, qui n'ont pas toujours les moyens, et qui disent aussi qu'il n'y a peut-être pas de prise de conscience au plus haut niveau de ce sujet-là. Merci beaucoup, Mariam. D'un mot, en 3 secondes, je parle à votre place, Christian, parce qu'il nous reste moins 8 secondes, juste pour dire que vous allez justement, vous, très concrètement, pour faire suite aux recommandations qu'énonçait Mariam Katab à l'instant, vous allez mettre en place un barème de la diversité chez Nood avec Mosaïque RH l'an prochain. Donc vous nous raconterez l'an prochain, peut-être au sommet de l'inclusion, comment ça se passe très concrètement. Hâte de vous raconter. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé. Merci beaucoup. Merci.